le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Ealichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. De Boston à Colombie, en passant par l'Ukraine, direction la Guinée, et la Tchétchive en Ukraine, destination Jacmel pour la page internationale. Depuis la newsroom, la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, et Ealichi Dorelas pour présenter cette page internationale. À Jacmel pour présenter le grand journal, toute une équipe. Joannel François, Smith Jean-Julien, Rubens assure les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna, 102.3 FM à Jacmel. En Colombie, le plus grand narcotrafiquant de Colombie, Otoniel, a été extradé mercredi vers les États-Unis, a annoncé le président colombien Iván Duque. Voici un reportage signé France 24. Pour le président colombien, Dairo Antonio Usuga, dit Otoniel, n'a d'équivalent que Pablo Escobar lui-même. Colombiens, je tiens à vous informer que Dairo Antonio Usuga, alias Otoniel, a été extradé. Il n'est pas seulement le trafiquant de drogue le plus dangereux du monde, mais il est aussi l'assassin de nombreux leaders syndicaux. Lorsqu'il est arrêté en octobre dernier dans le nord-ouest de la Colombie, Otoniel est le plus puissant trafiquant de drogue du pays. Il dirige depuis 2012 le clan del Golfo, un cartel composé de plus de 1500 membres qui exporte une moyenne de 300 tonnes de cocaïne par an vers une trentaine de pays. Poursuivi aux États-Unis depuis 2009 pour trafic de drogue, son extradition fait polémique. Interrogé par une cour spéciale colombienne sur les crimes pendant la guerre civile, Otoniel, ancien paramilitaire, aurait mis en cause plus de 60 personnes, dont un ancien ministre, des députés et des gouverneurs, complices selon lui des milices d'extrême droite accusées d'exaction. Mais les enregistrements de sa déposition ont été volés et les proches des victimes du baron de la drogue craignent qu'il échappe à la justice colombienne. Que ce soit clair, une fois qu'il aura purgé ses peines, il retournera en Colombie payer pour les crimes qu'il a commis dans notre pays. Les gouvernements colombiens successifs ont capturé ou tué plusieurs barons de la drogue, dont le plus connu était Pablo Escobar. Mais le pays reste le premier producteur mondial de cocaïne et les violences liées à ce trafic perdurent. Conversation téléphonique entre le président Poutine et son homologue français, Emmanuel Macron. Le président russe Vladimir Poutine et son homologue français, Emmanuel Macron, ont de nouveau discuté par téléphone de la situation en Ukraine. Durant leur conversation au téléphone, Poutine a déclaré que l'Occident devait cesser de fournir des armes à Kiev. Voici un reportage signé CGTN News. Durant leur conversation au téléphone, Poutine a déclaré que l'Occident devait cesser de fournir des armes à Kiev. Il a également accusé les forces ukrainiennes d'avoir commis des crimes de guerre alors que l'Union européenne fermait les yeux sur ces faits. Selon le Kremlin, Poutine a réaffirmé que la Russie était toujours ouverte au dialogue. Macron a exprimé son inquiétude quant aux évacuations de civils à Mariupol et à l'impact du conflit sur la sécurité alimentaire mondiale. Poutine a relevé que les sanctions occidentales contre la Russie étaient la principale raison faisant empirer la situation de l'approvisionnement alimentaire. De l'autre côté, le président américain Joe Biden a visité l'usine de Lockheed Martin en Alabama et remercié les employés de fabriquer des armes pour l'Ukraine. Le président américain Joe Biden s'est rendu dans une usine de Lockheed Martin en Alabama, un site qui produit des missiles anti-chars Javelin qui devraient être envoyés en Ukraine pour soutenir Kiev dans son conflit avec les Russes. Et selon des sources occidentales et ukrainiennes, ces missiles sont efficaces et près de 1500 chars et blindés russes ont été détruits. Tout cela fait partie des efforts de Joe Biden pour faire adopter par le Congrès une autre aide de 33 milliards de dollars pour l'Ukraine, dont 20 milliards consacrés à l'aide militaire directe. Et c'est un soutien sans précédent à un pays. Le financement aidera rapidement l'Ukraine à poursuivre sa lutte face à l'agression de la Russie. La guerre ne sera pas peu chère, mais accepter cette agression coûterait bien davantage. Et selon des responsables ukrainiens, ils ont encore plus besoin de cela maintenant alors que le conflit avance vers le Donbass où les chars sont très importants. Bien sûr, les États-Unis envoient d'autres équipements.
dont des missiles Stinger, qui sont des missiles antiaériens de l'artillerie à longue portée. Et nous voyons que là est la vraie question. Ces dernières heures, Moscou a déclaré arrêter de fournir des armes à l'Ukraine, car il y a le sentiment ici que les États-Unis poursuivent une guerre par procuration afin de combattre la Russie jusqu'au dernier Ukrainien. Le secrétaire américain à la Défense, aux côtés du secrétaire d'État, a déclaré après sa visite en Ukraine qu'il souhaitait affaiblir la Russie afin qu'elle ne puisse plus être l'agresseur, ce qui montre que cette position va bien au-delà du conflit avec l'Ukraine. Cette question de la livraison d'armes sera discutée devant le Congrès américain. Il y a un sentiment croissant que la guerre est sans fin en Ukraine. Est-ce essentiellement une guerre par procuration contre la Russie ou bien y a-t-il des conditions que l'Ukraine acceptera? Les États-Unis ont déjà été empêtrés dans des guerres par procuration auparavant au Vietnam, en Irak, en Syrie et en Afghanistan. Et tout cela fait partie du plan de Joe Biden d'obtenir davantage d'aide pour l'Ukraine. Direction la Guinée, le procureur général de Conakry, nommé par la junte au pouvoir en Guinée depuis 2021, a annoncé mercredi des poursuites contre l'ex-président Alpha Condé et une trentaine d'anciens hauts responsables sous sa présidence, notamment pour assassinat, actes de torture et enlèvement. Voici un reportage signé Africa News. Ennui judiciaire en perspective pour Alpha Condé ainsi qu'une trentaine d'anciens hauts responsables sous sa présidence. L'ancien président guinéen est notamment poursuivi pour assassinat, actes de torture, enlèvement, agression sexuelle. La liste est longue. L'annonce a été faite par le procureur général de Conakry, nommé il y a quelques mois par le gouvernement militaire au pouvoir. Le magistrat a précisé que ces poursuites étaient lancées à la suite d'une plainte du FNDC, un collectif qui a mené pendant des mois, à partir d'octobre 2019, la contestation contre un troisième mandat d'Alpha Condé. En dehors de l'ancien président guinéen, il y a parmi les personnalités visées par les poursuites un ancien président de la Cour constitutionnelle, d'anciens présidents de l'Assemblée, un ancien Premier ministre et des anciens ministres, députés et responsables des services de sécurité. Renversé le 5 septembre 2021 par un coup d'État militaire dirigé par le colonel Mamadi Doumbouya, l'ex-président Alpha Condé est désormais libre de ses mouvements depuis quelques semaines. Mais cette liberté est toutefois soumise à de nombreuses conditions. Il pourra par exemple recevoir les membres de sa famille ou des proches, mais uniquement sur demande. La répression brutale des protestations pour lesquelles Alpha Condé est poursuivi a fait des dizaines de morts, quasiment tous civils. Retournant en Ukraine, là où les Russes sont passés, malgré le départ des troupes, la peur est dans tous les esprits et imaginer la vie d'après reste bien loin. Voici un reportage signé la 5 à l'émission C'est dans l'air. Au nord de l'Ukraine, Tcherniv, méconnaissable. Les troupes russes ont encerclé la ville pendant plus d'un mois. Des images gravées dans la tête d'Anatoly. Ils nous bombardaient presque toutes les nuits avec leurs avions. Tu entendais un avion arriver, tu pouvais compter 5 à 6 secondes avant que la frappe ne tombe. Chaque fois qu'on entendait l'avion passer, on savait que ça allait arriver. C'est une frappe d'avion, ça. Ici, pourtant, il n'y a aucune cible militaire. C'est un quartier résidentiel, vous le voyez bien. Et si le calme est revenu dans la rue, ce n'est pas le cas dans la tête d'Anatoly. Je suis terrifié. Terrifié. J'ai 64 ans. J'ai fait mon service militaire avec les Russes du temps de l'Union soviétique. Mais je n'aurais jamais cru qu'ils étaient prêts à nous faire ça. Ça va nous prendre un moment pour nous habituer au silence. Le traumatisme d'Ukrainiens pris au piège dès les premiers jours de la guerre. Ici, début mars, l'armée russe se heurte à la résistance des habitants. Elle riposte en détruisant les ponts de la ville et en bombardant pendant 36 jours. Vladimir a échappé de justesse à la mort. J'étais dans ma chambre au 4e étage. Comme il faisait froid, j'avais déplacé mon lit pour qu'il ne soit pas à côté de la fenêtre. Je l'ai décalé, il s'est retrouvé derrière ce mur. Et ça m'a protégé quand l'explosion a eu lieu. Tu vois, c'est ce qui m'a sauvé la vie.
Pour ce retraité de 76 ans, c'est un autre combat qui commence, celui pour sa survie. Vladimir vit désormais dans cette cave, avec le peu de nourriture qu'il a pu récolter et sans espoir de jours meilleurs. La commission qui doit s'occuper de reloger les victimes n'est pas encore venue me voir. Vous comprenez? Je ne sais même pas à qui m'adresser. Mais c'est comme ça. L'immeuble d'en face, celui de Yaroslav, a tenu bon. Mais son appartement porte aussi les stigmates des bombardements russes. Voilà ce que ces razzies, les nazis russes nous ont fait. C'est le cadeau du monde russe. Voilà les conditions dans lesquelles on vit depuis bientôt 1 mois. On a de nouveau l'eau. Pareil pour le gaz et l'électricité. Mais dans d'autres quartiers, ils n'ont toujours rien. Ni gaz, ni électricité. Peu à peu, la vie reprend. Mais une pensée hante Yaroslav. Et si tout cela recommençait? La bataille du Donbass est en cours. Et Tchernihiv n'est qu'à une 50aine de kilomètres de la Biélorussie, pays ami de Moscou. On a tous très peur qu'ils reviennent, parce que le plus souvent, ils tirent des missiles depuis la Biélorussie. Mais je suis sûr que nos soldats vont nous défendre, libérer l'Ukraine, et que l'Ukraine vaincra. Tchernihiv mettra des années à panser ses plaies, matérielles et psychologiques. Selon la mairie, 70% des bâtiments ont été détruits ou endommagés. Et 700 personnes civiles ou militaires ont péri ici. Zoom sur la guerre en Ukraine avant de fermer cette page internationale. C'est notre petit segment. Fin du nouvel ordre mondial ou désordre mondial généralisé. Sur Unique 24, écoutons un extrait de l'émission. Pierre-Antoine Plaquevent, si vous voulez bien, on va commencer avec les événements à l'Est, cette guerre en Ukraine. Vous dites que la Russie, au fond, a sonné le temps de la révolte contre la gouvernance mondiale en organisant ce que vous appelez une contre-attaque. Alors, quelles sont les origines profondes de cette guerre en Ukraine, Pierre-Antoine Plaquevent ? Il y a 2 volets. Il y a le volet déjà militaire. On parle rarement des exercices de grande ampleur menés par l'OTAN dans l'étranger proche de la Russie, et notamment en Ukraine, comme l'exercice rapide Trident, qui impliquait l'armée ukrainienne encadrée par des officiers américains. Donc ces exercices se répétaient d'année en année et devenaient de plus en plus conséquents. On parle évidemment, après il y a la version russe des événements sur les laboratoires de guerre biologique qui représentaient un danger imminent d'après les observateurs russes, et l'idée que dans ces laboratoires étaient même menées des recherches sur des agents biologiques ethniques qui viseraient spécifiquement les populations slaves, que seraient manipulés même des oiseaux, des oiseaux migrateurs, qui ont étudié le déplacement des oiseaux migrateurs en Russie pour pouvoir répandre ces maladies encore plus rapidement, et sans que ça soit perçu comme une attaque de guerre. Ce type de menaces-là, qui sont la militarisation d'un État qui était censé être neutre entre l'OTAN et la Russie. Et puis après, il y a l'aspect que j'ai plus spécifiquement étudié dans mes recherches, et notamment dans mon livre, c'est l'instrumentalisation avant la phase, on va dire, de militarisation de l'État ukrainien, l'instrumentalisation de la société civile au travers de l'influence des fondations reliées à l'Open Society de George Soros. La phase des différentes révolutions de couleur, donc une instabilité civile permanente qui après va accoucher de l'Euromaïdan, et puis ensuite après cette phase-là, donc la militarisation de l'État ukrainien dans un sens anti-russe. Donc tout cela faisait un faisceau de menaces qui de manière imminente menaçait la sécurité et les intérêts stratégiques
de l'État russe. Non, c'est un point de focalisation, enfin de déstabilisation qui a été toujours. Zbigniew Brzezinski disait que si on parvient à détacher l'Ukraine de la Russie, on détache finalement la possibilité à la Russie de devenir un empire européen. Mais en fait, c'est aussi logique. C'est naturellement, de par sa position, l'Ukraine est un territoire entre l'Europe occidentale et la Russie, et l'obsession des géopoliticiens et des stratèges anglo-saxons, c'est de couper l'Europe de son arrière-fond euro-sibérien et de ses réserves énergétiques stratégiques. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et effectivement, on inverse. Moi, je pense que la partie russe a essayé jusqu'au bout de négocier avec l'Occident, a accepté même le covidisme, comme on a eu en Occident, avec justement, là, ce qui est intéressant de voir, moi j'avais observé ça, la première banque russe, Sberbank, qui est en pointe dans une forme de transhumanisme à l'échelle russe, hein, même avec un peu le même projet de grande réinitialisation, mais à l'échelle de la Russie, d'accaparement des secteurs clés, de l'éducation et autres, chose qui était justement dénoncée. C'est ainsi prend fin cette page internationale. Merci d'avoir été les nôtres. La production est signée Edprod. Réalisation Télébeltorp pour le compte de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Pour présenter cette page, Ehrlich Dorelas depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Du soleil pour nous à Boston aujourd'hui. Température 66 degrés Fahrenheit, 19 degrés Celsius. À Jacmel, 85 degrés Fahrenheit, 29 degrés Celsius. Bonsoir Lionel, bonsoir Rubens, bonsoir Smith, Jean-Julien, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent jeudi en compagnie de la radio. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Ehrlich Dorelas.